Alors voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une, restitution, de l'atelier Planesphère auquel la plupart d'entre vous ont assisté. Hem, L'idée de cette, restitution, c'est, vraiment, de pouvoir échanger avec vous, d'une part, sur le contenu des réflexions, puisqu'on n'a pas vraiment eu le temps, d'échanger, une fois l'événement fini et entre les 2 sessions, vous n'avez pas forcément eu l'occasion de vous rendre compte de l'étendue des réflexions, qui ont été, qui ont été produites, ce jour-là. Donc voilà, c'est l'idée de cette restitution. On a fait un petit PowerPoint, mais on veut que ce soit participatif, donc on va vous demander souvent, si vous souhaitez intervenir et puis n'hésitez pas aussi à nous couper, si besoin. Andrea, quand tu as résolu tes soucis, hein, tu me dis et je te cède la parole. Oui, bah, c'est bon, normalement, Ah, c'est donc bon? Bah, très bien. Bah, voilà, je te cède la parole alors. OK. Célia, nous, on te voit pas. C'est drôle. Ah, vous me voyez pas? Non. Enfin, Non, moi, perso, je te vois pas. Ouais. moi non plus. Mmh. OK. Bah, vas-y Andrea, je vais Ouais, je te laisse gérer le PowerPoint? ouais, est-ce que vous voyez bien le PowerPoint au moins? Oui. Oui, Bah, ça, je c'est pense que c'est super. pour Ouais, ça, ouais. en Mmh. fait. Ah oui, très bien. Oui, donc pour l'ordre du jour, c'est bon, c'est là, tu peux voilà. On va revenir sur le cadre de l'atelier, donc les objectifs et puis, comment ça s'est déroulé concrètement et ensuite on fera une restitution, plus précisément des échanges, lors de la session 1, la session 2 et puis on a fait aussi un bilan des points négatifs et des points positifs, de comment s'est passé l'atelier et ensuite on évoquera, bah, la suite des événements, comment on souhaite valoriser, cet atelier. On évoquera aussi le livre blanc et puis, tous les événements qui vont suivre. Donc pour le cadre de l'atelier, il y avait 2 objectifs, derrière cet atelier. Le premier, c'était, pour les participants de découvrir, l'outil de sensibilisation qu'est, Planelsphère. Donc pour ceux qui connaissent, ça ressemble en fait, à la fresque du climat, mais, dupliqué au domaine de la santé. Et il y avait aussi un objectif, pour le réseau ISE, heu, pour pouvoir échanger sur la poursuite, en fait, des actions du réseau dans le champ de la mobilisation des professionnels de santé sur le territoire et on avait identifié quelques pistes de réflexion, donc comment, rendre le réseau plus efficace? Quelles actions prioriser avec quels objectifs? Comment favoriser l'interdisciplinarité? Comment créer des ponts entre les professionnels de santé et les collectivités territoriales. Donc c'était vraiment l'occasion, pour les membres du réseau de faire émerger des pistes d'amélioration, du réseau. Le déroulé de l'atelier donc, il y avait une trentaine de participants. Célia, peut-être tu pourras compléter, mais il y avait des professionnels de santé, des collectivités territoriales, et je me souviens plus, mais il y avait beaucoup de nature de participants différents, on va dire. Hem et donc il y avait 3 temps forts. La première session qui durait 40 minutes, c'était, une session un peu de découverte, des modules de l'atelier. Donc il y avait 7 modules: changement climatique, gouvernance, hôpital, bloc opératoire, eau, maternité et patient ville. Et en fait, les participants, tournaient autour des modules, et ils pouvaient émettre des idées, sur des post-it qui venaient coller autour, des modules. On vous montrera ensuite des photos pour que vous puissiez visualiser un peu, quelle forme ça prenait. Ensuite, il y avait une intercession de 30 minutes, au cours de laquelle, on a présenté les actions du réseau qui sont au nombre de 4. Donc il y avait plaidoyer, outiller, former et expérimenter. Et on a fait, en fait, pendant cette intercession avec, Célia et l'équipe, d'animation, on a récupéré toutes les idées qui avaient été émises lors de la session 1 et on a essayé de les, classer avec, l'action, auquel elles correspondaient. Donc pareil, on montrera des photos, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait. Et ensuite, il y avait la deuxième session qui était la plus grosse partie, du travail, qui a duré donc 1 heure, où les participants se sont constitués en groupe
pour pouvoir travailler sur, l'action de leur choix, donc plaidoyer, outiller, former et expérimenter. Et là, on avait préparé un support de travail avec, des idées, et des pistes d'interrogation pour pouvoir aiguiller les participants dans leur réflexion. Donc, on va vous montrer des photos, de la session 1 notamment. Donc, les modules, c'était des cartes avec, des enjeux, qui étaient disposés sur des tables et les participants avaient donc, des post-it pour pouvoir y mettre, leurs idées, les écrire et pouvoir les positionner à côté des cartes, qui correspondaient. Et au total, sur les 7 modules, il y a eu 152 idées. Donc, il y en avait beaucoup qui se recoupaient, et justement le travail de restitution, c'était de pouvoir un peu dégraisser, toutes les idées qui se recoupaient, mais ça a été, très fourni et très intéressant. Et du coup Donc aussi pas facile ouais, pour Andrea, à restituer, ouais. je Ouais, c'est ça. précise. Donc voilà un exemple de la session 2, des supports Ouais. de la session 2. Vas-y Andrea, pardon. Oui, bah, là, donc les supports, c'était des grands tableaux où en fait, bah, là, vous voyez, la dernière colonne, c'était, tous les post-it qu'on a essayé de classer, de la session 1 et il y avait des colonnes prévues, pour pouvoir, enfin, pour permettre aux participants de rédiger leurs idées, pendant la session 2. Voilà. Et on Voilà, passe à la ouais. Mmh. on passe à la restitution, donc à la présentation du doc. Alors attendez, je vais arrêter de partager mon écran, à moins que vous n'ayez des questions à ce stade-là. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, particulièrement celles qui n'étaient pas présentes? Non, ça va pour moi, c'est très clair. Merci. Parfait, très bien. Alors donc en effet, Andrea a fait un document que vous avez peut-être vu, parce qu'il me semble qu'il était dans le mail, sauf erreur de ma part. En tout cas, voilà, il était dans le mail, bon bah très bien. Un document récap justement de toutes les réflexions qui ont émergé pour chaque table, enfin pour chaque enjeu, donc expérimenter, former, plaidoyer, enfin développer un plaidoyer et former. Et donc on va parcourir avec vous ce document. Histoire de pouvoir l'expliciter, hein. On a notamment eu un retour de quelqu'un qui nous a dit: «Ah, j'ai pas participé, heu, à l'événement, du coup, c'était pas très explicite, pour moi». Donc on va expliciter tout ça avec vous et l'idée, encore une fois, c'est, si vous le souhaitez, de rebondir, de compléter les commentaires, d'avoir vos réactions, voilà. Donc il y avait c'est moi qui commence, je crois, Andrea. Donc pour vous présenter un peu le document, je ne vous vois pas, donc n'hésitez pas à m'interrompre parce que j'ai qu'un écran. Donc on a reconstitué vraiment les tableaux, donc avec vous voyez, avec les 4 grands enjeux: plaidoyer, outiller, former et expérimenter. On a repris donc là, c'était c'était les questions qui étaient, relatives aux actions du réseau et ensuite cette dernière colonne, c'est les idées qui sont venues qui ont été formulées lors de la première partie et qu'on a ajoutées. Donc c'est le flot de post-it de la dernière colonne, qu'on a essayé de synthétiser à chaque fois dans les dernières colonnes de chaque tableau. Donc, on a fait des points avec les grandes idées et en orange, on a intégré des commentaires, notamment pour revenir sur, la faisabilité des idées qui ont été émises. Donc pour ce qui concerne, la table plaidoyer, donc il y avait plusieurs actions sur lesquelles, plusieurs actions, qui étaient portées par le réseau. Donc d'une part, le livre blanc avec 2 questions qui étaient posées sur le livre blanc. Donc pour celles et ceux qui ne se connaissent pas cette action, le réseau ISE, porte actuellement, est en train de rédiger ou plutôt est en train de finaliser un livre blanc qui est issu des enseignements du colloque, La santé environnementale, une opportunité pour les professionnels de santé. Donc ce livre blanc, il reprend les enseignements de ce colloque qui avait lieu, à la fin de l'année dernière, et il a été aussi complété avec, des idées qui ont émergé lors de cet atelier justement. Donc il y avait 2 questions qui étaient posées, aux participants. Quelle suite donner au livre blanc?
comment le valoriser? Donc plusieurs idées, sont ressorties. La première a été de créer une annexe à ce livre blanc pour intégrer les textes et les réglementations existants afin de les faire connaître et de les faire appliquer. Donc là, une remarque de notre part, c'est que, c'est un travail qui est très chronophage justement de rassembler tous les textes, les réglementations qui demandent en plus des connaissances, enfin de qui ou dans l'équipe, du réseau, y compris à l'ORS, on n'a pas, parce qu'on n'a pas vraiment de compétences en droit. Donc ça voudrait dire un recrutement nécessaire ou en tout cas un travail assez fourni de quelqu'un qui, d'un chargé de mission qui pourrait aller chercher ces compétences au sein du réseau. Mais en tout cas, ça demanderait un travail assez important. Donc c'est c'est le la du coup, la remarque, nous, qu'on a formulée et voilà et le comment qu'est-ce que je voulais quel mot je veux employer? Oui, le doute un peu qu'on a émis sur la faisabilité de cette action, voilà. Deuxième chose, adapter les messages en fonction des cibles, donc ça a été souligné. Il y a différentes cibles, on ne peut pas leur donner les mêmes messages. Donc les cibles qui ont été identifiées, c'est les collectivités pour ce livre blanc, les décideurs, publics et privés, les professions libérales et les maisons de santé, avec donc des messages leviers qui sont différents selon, les cibles. Réduire les inégalités, sociales de santé et d'accès aux soins. Évidemment, augmenter les financements et puis, heu, renforcer la réglementation et les textes. Donc, là, là, notre remarque, c'est, est-ce que, il faudrait pas formaliser un argumentaire via un groupe de travail, du réseau? Dans ce cas-là, évidemment, ça demande des moyens humains aussi nécessaires pour animer ce groupe de travail. Parce qu'en fait, cet argumentaire, d'après ce qu'on a compris nous et peut-être que c'est les personnes qui ont participé, à cette table, peuvent aussi témoigner et compléter. D'après ce qu'on a compris, cet argumentaire, il viendrait nourrir une sorte de courrier qui permettrait de diffuser le livre blanc et un courrier, donc un argumentaire qui serait différent selon les cibles, collectivités, décideurs, professionnels de santé directement. OK. Heu, autre point sur le livre blanc, vous avez été très, prolixe sur le sujet. Créer un forum en ligne, pour continuer la dynamique d'échange autour des thématiques du livre blanc. Donc, pour rappel, ce livre blanc, il est, en effet rédigé par, Andrea, mais il fait l'objet d'un groupe de travail du réseau où, les personnes se sont positionnées sur le contenu, l'ont alimenté, ont donné leur avis, l'ont complété et donc l'idée c'est les gens ont plutôt apprécié cet échange et l'idée c'est de poursuivre justement cet échange, accompagner l'évolution du livre blanc dans le temps, possibilité de l'intégrer à un site aussi avec une bonne visibilité. Donc on se disait dans cette idée de forum en ligne qu'on pourrait facilement imaginer une sphère Waller qui serait dédiée au livre blanc. Et on se posait la question de est-ce que c'est suffisant? Parce que tout le monde ici connaît les limites, de la plateforme du réseau Waller, à savoir qu'elle n'est pas beaucoup consultée. Autre point qui a été suggéré, valoriser les actions en santé-environnement et des bons exemples. Donc ça, en l'occurrence, des expériences inspirantes ont été intégrées dans le livre blanc. Donc vous verrez aussi, là, Andrea finit son stage la fin de semaine prochaine. Elle aura fini aussi le manuscrit du livre blanc. Donc on vous enverra une version finale où il y aura possibilité d'avoir quelques retouches, mais donc on vous l'enverra très prochainement, probablement, d'ici la fin de semaine prochaine ou début juillet. Et donc, vous pourrez voir justement qu'on a fait des encadrés avec des expériences, inspirantes pour, imager, illustrer un peu le livre blanc. 3e axe, enfin 4e idée, développer un axe portant sur le monde du travail. Donc dans le livre blanc, valoriser la qualité de vie au travail, valoriser aussi, les micro et petites entreprises qui accompagnent, les professionnels de santé, donc les activités relatives au développement durable et à la santé environnement. Valoriser la médecine du travail et les thématiques de bien-être au travail face à l'éco-anxiété en entreprise. Donc s'agissant, de la qualité de vie au travail des professionnels de santé, il y a un axe qui est intégré dans le livre blanc qui fait référence avec donc des préconisations en matière de politique publique. Mmh.
Alors, il y avait aussi cette idée de créer des mini colloques thématiques, des demi-journées qui porteraient sur les thématiques du livre blanc. Donc, ça, moi, je me pose la question d'envisager une série de webinaires parce le livre blanc, c'est quand même le résultat, des tables rondes, ce qui a été produit dans les tables rondes, dans les sessions du colloque. Donc il y aurait potentiellement une redondance, même si c'est, bon, jamais vraiment redondant. Mais du coup, c'est vrai qu'on peut imaginer que faire des mini colloques thématiques, ça peut être un petit peu redondant. Donc voilà, je m'étais dit une série de webinaires, même si bon, voilà, ça c'est un peu, je vous le soumets là. Et il y avait aussi cette dernière idée de créer des ambassadeurs financés pour diffuser le livre blanc, à l'échelle nationale. Donc en gros, d'après ce que moi j'avais compris, c'était des membres du réseau ou d'ailleurs un peu plus largement, qui pourraient, promouvoir, le livre blanc, notamment dans des événements. Et ce que donc je précise en commentaire, c'est que le réseau, il n'a pas la possibilité de rémunérer ses membres, mais ne serait-ce que pour des raisons juridiques. Donc il faudrait passer par un tiers et ça me semble difficilement, faisable. Voilà. En tout cas, sur le volet rémunération, évidemment, que les membres du réseau soient des ambassadeurs du livre blanc, c'est tout à fait possible, mais que ce soit financé, c'est encore autre chose. OK. Voilà, je ne sais pas si vous avez des réactions vis-à-vis du livre blanc? Vis-à-vis des Moi commentaires qui ont été faits? Oui, pardon. non, moi, je voulais dire que par rapport à la diffusion, je suis Anne-Laure Carriol, je suis ingénieure qualité, à l'hôpital sud-francilien et qu'effectivement, lors d'événements sur l'établissement, ça pourrait être des moments, opportuns pour la diffusion. Alors, évidemment, là, il n'est pas du tout question de financement, mais pour l'instant, est-ce que, l'idée, c'est pas aussi de diffuser pour essayer d'engager, un maximum Mmh. les professionnels, quoi? Enfin, en tout cas, chez nous, ce serait faisable, par le biais des semaines, du développement durable ou, voilà. OK, c'est bien noté. Bah oui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, avec toutes nos productions. On essaye de les valoriser, dans des événements, qui sont portés par des structures ou des colloques au niveau national, des communications, aussi sur des plateformes, des types de type, site grand public, dans des listes de diffusion, par exemple des URPS, voilà, on essaye de démultiplier les canaux. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Parce que je ne vois pas. J'en aurais une, ça peut être aussi, à titre, peut-être plus personnel pour les gens qui sont en entreprise, de pouvoir le mettre ce livret blanc en tant que partenaire et le mettre sur leur site directement. Donc du coup, petit bout par petit bout, ça peut peut-être, Oui. aussi aider à la diffusion. Oui, bah, complètement. Je prends note de tout ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Mmh, peut-être, Ah, Mireille, vas-y, prends la parole oui, parce que je vois pas, oui, peut-être tu parlais tout à l'heure des UPRS et justement, j'étais en train de penser au CPTS. Oui. Peut-être qu'on peut diffuser, il me semble qu'il y a un congrès, tous les ans, je ne sais pas, c'est cette année, enfin, c'est toujours autour d'octobre, mais peut-être que ça vaudrait le coup de prendre la parole, à une fois, à ce congrès des CPTS pour montrer, parce que je crois que dans le livre blanc d'ailleurs on en parle, il me semble, enfin, Oui, de s'appuyer au CPT, enfin, qu'on peut s'appuyer et puis c'est surtout que ça peut leur donner des idées, hein, parce que, voilà, peut-être que justement ils peuvent se diriger vers le fait de développer des idées de santé environnementale et ça les aiderait beaucoup. Donc, peut-être que, le réseau ISEE, pourrait faire une demande d'intervention dans ce ouais. congrès. Il me semble parce que je suis passée dessus l'information la dernière fois, il me semble que c'est début octobre et que c'est quelque chose comme Auxerre ou un truc OK, comme ça, mais je je vais pense. regarder. Donc, parce que, voilà, hem,
Je me souviens avoir participé à un débat sur peut-on penser à une sobriété en santé? Bon, bref, et donc, d'ailleurs, il y avait Alice Barra, et puis après, il y avait un autre monsieur, Denis, dont je me souviens plus le nom, qui était aussi de Santé planétaire. Et lui, comme il est médecin généraliste à Paris, il a parlé que justement, il insufflait énormément d'idées de santé environnementale via sa CPTS. Et Ah bah ça m'intéresse d'avoir le nom de cette personne, hein, oui, et parce qu'on puis travaille pas mal avec les CPTS, oui. et tu vois, par exemple, au sein du réseau ISE, voilà, bon, alors évidemment, ils développent le truc, la ville et territoires sans perturbateurs endocriniens, mais des fois, ça match justement avec le CPTS du coin. Et, et par exemple, pour le projet PELIF, là, perturbateur endocrinien Île-de-France, je crois que justement, enfin, parce qu'il y a tellement eu de trucs que je m'en souviens plus, mais je crois que ça a travaillé avec une CPTS d'un coin d'Île-de-France. Je ne sais pas si c'est... Parce que je confonds avec le fait qu'ils s'appuient sur les communautés de communes, mais style Cergy, les communautés de communes de Cergy, ou si aussi ils ont travaillé avec les CPTS. Mais tu vois, donc... je pense que c'est un éveil des CPTS à tout ce qui est santé environnementale. Et là, en plus, dans les CPTS, comme le nom l'indique, il peut y avoir tout type de gens, c'est-à-dire des pharmaciens, des infirmières, même des vétos, des médecins, bien sûr. Donc, du coup, c'est... ben, pour eux, un livre blanc comme ça, avec tout bien expliqué, avec des pistes, avec ce qu'on disait tout à l'heure, des exemples, etc., ça peut les aiguiller vachement sur des actions. OK, c'est bien noté. Et tu vois, dernièrement, je me demande si j'ai pas vu un titre dans le quotidien du médecin, il faudrait que je retrouve, s'il n'y a pas un truc qui va se passer justement avec les CPTS, style, c'est obligatoire de participer à une CPTS en tant que praticien de santé, en tout cas de médecin. Je crois avoir vu passer ça. Je vais regarder parce que je me suis dit, oula, alors là, ça, ça met l'emphase sur ce rôle parce que, bon, il y a dans des territoires, c'est vachement actif, d'autres fois, ça dort beaucoup, beaucoup. D'autres fois, ils s'occupent de trucs, bon, peut-être moyennement intéressants. Donc, du coup, s'il y a une poussée un peu légiférante derrière, peut-être que ça serait intéressant, quoi. Donc, mm. Et puis, c'est territorial, quoi. C'est ça, c'est le côté territoire qui fait tout le parfum, je dirais, des CPTS, quoi. Tout à fait. Mm, mm, mm. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, commentaires ou interventions? Ou, tu peux me compléter aussi, Andrea, hein. Non? Bon. Eh bien, écoutez, prenons du coup la deuxième action du réseau de cet enjeu plaidoyer. C'était, on vous a demandé comment valoriser. Alors oui, au début, la question, c'était les résultats de l'enquête sur la formation. Parce qu'en fait, en 2023, alors c'était Mathilde à l'époque, certains d'entre vous ont d'ailleurs dû être interrogés, avait réalisé une enquête, auprès de certaines personnes qui avaient été formées, auprès d'instituts formateurs et auprès de professionnels qui n'ont pas été formés, sur comment déployer une stratégie, de formation au niveau de la région, à destination des professionnels de santé et de la petite enfance. Et donc on a des résultats, on a un livrable et finalement qu'on n'arrive pas trop à valoriser, enfin encore une fois. Donc on se disait que c'était dommage. Donc la question au début c'était, bah, comment est-ce qu'on valorise, les résultats de cette enquête? Et donc d'abord le groupe a, émis une remarque en disant que c'était pas une fin en soi, les résultats de cette enquête, mais qui pouvaient servir d'argumentaire pour, valoriser le répertoire de formation. Donc pour rappel, le répertoire de formation du réseau ISE, c'est un répertoire qui a été aussi constitué en 2022 et qui est en cours d'actualisation, qui recense les formations, donc toujours pour les professionnels de santé et de la petite enfance, qui sont disponibles, en France, que ce soit en formation initiale et continue.
Donc d'ailleurs, pour information, du coup, on vous avait soumis lors de l'événement le répertoire de formation qui n'était pas encore vraiment mis en forme. On a eu des retours aussi de certains d'entre vous sur des formations qui étaient manquantes. Donc on a actualisé et là, on va solliciter la chargée de communication pour faire une mise en forme finale, mais pas trop élaborée, parce que vous allez voir, une des propositions qui est ressortie sur ce répertoire de formation, c'est de développer un moteur de recherche autour des formations en santé-environnement. Je m'explique. Le groupe s'est dit, moi j'y étais pas en l'occurrence, le groupe s'est dit, bon, bah, un répertoire de formation qui soit en version papier, ce sera vite obsolète, c'est pas forcément très lisible. Chacun cherche une information différente. Certains ont envie de filtrer en disant, bon, bah, moi, je veux une formation diplômante. D'autres veulent un sujet précis. Et du coup, les personnes de l'atelier se sont dit, bah, ce serait peut-être plus pertinent de développer un moteur de recherche où on puisse filtrer. Donc, juste pour vous montrer ce à quoi ça pourrait ressembler. Est-ce que vous voyez encore mon écran? Est-ce que vous voyez le site de Promo Santé là? Non, on Non. voit tout Là, on voit le tableau encore. le tableau. Attendez, je vais arrêter le partage et je vais vous montrer le site de Promo Santé pour vous montrer ce que ça peut donner. Parce qu'en fait, il y avait Promo Santé qui était présent le jour de l'événement et qui nous a dit, ah bah nous, pour les formations, donc plus généralement, on a créé un moteur de recherche donc sur leur site, qui est accessible d'ailleurs, qui donc sur thématique beaucoup plus large que la santé-environnement. Et donc, on peut sélectionner le thème. Donc là, si on était sur un moteur de recherche santé-environnement, on aurait des thèmes plus détaillés santé-environnement. On peut sélectionner la population ciblée, les modalités pédagogiques, s'il y a un agrément ou pas, le coût, la durée, le type de formation, on l'organise, on lance la recherche, on a tous nos filtres et du coup, ça nous permet d'aller droit au but à la formation qui nous intéresse en fonction de ce qu'on recherche. Donc, voilà, donc en fait, on s'est dit finalement que ça pouvait être, les personnes de l'atelier se sont dit que ça pouvait être peut-être plus intéressant qu'un guide papier qui deviendrait vite obsolète. Donc on va faire une version aujourd'hui en ligne, enfin aujourd'hui, très prochainement en ligne. Il y en a déjà une en ligne d'ailleurs, mais voilà, qui est disponible à la demande. Mais bref, on va en mettre quand même une en ligne incessamment sous peu, mais qui sera pas très jolie, puisque à terme, du coup, l'idée, ce serait de faire un moteur de recherche. Et ce moteur de recherche, on en a parlé d'ailleurs à l'ARS, on s'est dit qu'il pourrait être intégré dans le nouveau centre de ressources qui va être créé normalement dans le cadre du plan régional santé-environnement 4, un centre de ressources francilien pour les formations à destination des professionnels de santé. Centre de ressources qui est encore très très flou, mais qui aura probablement une vie en ligne et une vie en vrai. Voilà. Donc, mais pour le moment, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, mais disons qu'on s'est dit qu'une des missions de ce centre de ressources pourrait être justement de constituer ce catalogue de ressources via un moteur de recherche. Ce catalogue de formation via un moteur de recherche. Voilà. J'espère que c'était à peu près clair. Oui. Et bon, du coup, en Île-de-France, on prendrait la pole position. Bah, en tout cas, bon, tout le monde attend ça avec impatience. c'est un énorme travail, donc ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. Et là, l'idée, c'est un peu de nous, Réseau ISE, de passer le bébé aussi. On a fait un travail, on va dire, préparatoire. On a déjà recensé un certain nombre de formations. On pourra éventuellement aider aussi les porteurs de ce centre de ressources à actualiser le futur répertoire de formation, le futur moteur de recherche. Mais voilà, là, l'idée, c'est aussi un peu de passer la main. Donc, s'agissant de ce répertoire de formation, du coup, comme je vous l'ai dit,
au début, on partait de la question de l'enquête, comment valoriser l'enquête, et puis finalement, les personnes qui étaient sur cette table ronde se sont dit c'est plus pertinent de répondre à la question de comment valoriser ce répertoire de formation. Donc c'est là où on en est arrivé à l'idée de développer un moteur de recherche. Mais il y avait aussi l'idée de guidelines. Alors, c'était pas forcément facile pour nous d'identifier ce à quoi vous voulez faire référence, mais ce qu'on a compris avec Andrea, c'était l'idée d'éditer des grands principes, tant dans le contenu des formations que dans l'application des formations. Ah, mais vous voyez plus mon écran là? Non. Ah, pardon. Il fallait me dire. Excusez-moi. Alors, on est où? Hop. Voilà, j'espère que ce sera un peu plus clair avec le visuel. Oui, voilà, donc il y avait un grand, trait guidelines. Ce que je disais que c'était pas forcément évident pour nous de voir, à quoi vous vouliez faire référence. D'après ce qu'on a compris, c'était l'idée d'éditer des grands principes, tant dans le contenu des formations que dans l'application des formations, et avoir un retour sur l'application des formations pour éditer les principes d'application. Heu donc en gros, de ce que je comprends, mais je veux bien avoir validation, notamment je crois que Mireille, tu étais dans ce groupe-là. Oui, L'idée, c'est d'avoir une sorte de référentiel de compétences ou de, heu, peut-être que tu voilà, enfin, dis-moi ce que vous avez entendu par, ben, on en avait parlé, je sais pas Florence si tu te souviens aussi de ça, sur les guidelines, c'était un petit peu, Ouais, j'en avais parlé, c'était pour avoir du pratico-pratique en fin de compte. Mais après, je sais pas si c'est Ah! évident sur ce qu'on veut faire éventuellement. C'était d'avoir, par exemple, un sujet et de pouvoir en extraire simplement des petites idées pour le pratico-pratique. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire à l'issue de la formation, en gros, ressortir avec des outils, Ah, c'est ça, ressortir avec des outils, oui. OK. Je note, hein, pour compléter, D'accord, ok. Pour avoir, si tu veux, un guide qui soit simple pour simplifier les choses en fin de compte. OK. Oui, donc c'était pas ça reprend pas, on modifiera du coup ce petit texte, Andrea. Donc voilà, le moteur de recherche, je vous en ai parlé. Il y avait aussi l'idée donc de valoriser, ce répertoire donc de formation auprès d'un public large et pas uniquement auprès des soignants. Donc et après il y avait l'idée de développer une porosité constructive avec le monde philosophique, sociologique, anthropologique, géographique, architecte, urbaniste et cetera. Donc en gros, nous la remarque qu'on peut faire, c'est que déjà c'est compliqué d'aller vers un public cible, de soignants, de professionnels de santé. Ça pouvait se faire que dans un second temps d'aller vers un public un peu plus large, que ça nécessitait du temps. Et donc là, qu'est-ce qu'on a mis? Il faut donc estimer la plus-value de valoriser ce répertoire de formation auprès d'un public plus large. Voilà la remarque qu'on a pu faire sur le sujet. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Florence ou Mireille ou d'autres? non, c'est vrai qu'on avait mis ça enfin, parce que c'est vrai que comme le livre blanc est vraiment très riche, donc c'est pour ça que, voilà, ça tous ceux qui sont cités, sont peu ou prou intéressés par ce qui est dit, quoi, dedans, donc voilà, on comprend bien que c'est compliqué, hein, mais bon. Vous nous avez dit de dire tout ce dont Non, non, mais c'est très bien. Il fallait pas justement, il fallait surtout pas, s'arrêter à ce qui était, facilement réalisable. Enfin, c'est aussi un peu de se challenger et d'aller, voir, jusqu'où on peut aller et puis toutes les idées sont bonnes à prendre et là, on voit vraiment enfin, moi, je m'attendais pas à ce que les idées soient aussi riches et qu'on puisse, aboutir à des propositions, nouvelles auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Enfin, on imaginait évidemment qu'on aurait des nouvelles idées, mais j'avoue que je pensais pas que ce serait autant innovant ce qui a été proposé ou en tout cas des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et donc pour la troisième, j'enchaîne sur la dernière colonne.
où on a rassemblé donc les idées de la session 1 qui avaient un rapport avec l'enjeu de développer un plaidoyer. Donc, André a fait ce difficile exercice de synthèse et voilà. C'était pas évident, mais en gros, pour vous résumer, il y avait tout un plaidoyer autour de la planification. Donc, il y avait cette idée de réduire le nombre de plans, donc de plans, de stratégies politiques sur le sujet, renforcer la mise en œuvre et le suivi de ces plans, intégrer les objectifs de développement durable dans les programmes, développer une vision systémique du développement durable, adjoindre des sanctions au non-respect des objectifs fixés dans les plans. Beaucoup regrettent, que les plans justement ne soient pas contraignants sur le plan juridique et donc c'est surtout de l'incitatif et au final, il y a on se re les résultats sont souvent pas à la hauteur des espérances. S'agissant du modèle de santé, donc il y a eu plusieurs idées. L'idée de développer la transversalité, la transdisciplinarité, favoriser, l'innovation et délaisser le productivisme. On a repris, les verbatims, hein. Ensuite, il y avait un autre point, sobriété et réversibilité. Donc réduire les expositions perturbateurs endocriniens, l'usage du plastique, favoriser les circuits courts, les aliments bio, les labels, la juste prescription, limiter l'usage unique, entre autres. Ça, c'est des enjeux qu'on a intégrés dans le livre blanc qui n'étaient pas forcément très explicites avant l'atelier, donc on a ajouté, dans le livre blanc. Il y a tout cet enjeu aussi d'empowerment qui est apparu, dans les réflexions, l'idée d'informer, de développer l'information, d'accroître, notamment grâce aux associations, d'accroître la prévention et la promotion, de responsabiliser, les patients grâce à la démocratie et la participation et passer de l'éco-anxiété à l'éco-action. Qui fait référence aussi au webinaire d'hier. Autre point, sur donc, la certification, l'HAS, faire coïncider les critères de qualité avec les objectifs environnementaux. Ça, c'est une idée qui a été reprise et une autre idée sur la consommation des bâtiments. Il y avait cette volonté de développer la rénovation, l'adaptation, labellisation, réaliser des bilans carbone, intégrer, la comptabilité carbone aux critères et indicateurs. Donc c'était très large. Du coup, on a quand même voulu, même si ça rendait pas compte, des actions du réseau, mais que ça rentrait dans le champ du plaidoyer, on les a intégrés, dans cette 3e colonne. OK. Vous allez voir les idées qui sont dans les colonnes, dans les 3e colonnes ou 4e colonnes. Elles peuvent souvent se retrouver dans plusieurs elles sont assez transversales et on peut les retrouver, dans plusieurs enjeux, que ce soit plaidoyer, former, outiller. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Des Bah, super, remarques, merci pour, sortir un tableau si joli, si bien fait de tout ce qu'il y avait. Je sais pas, c'était un travail de titan. Mmh. J'avais une interrogation, par rapport, à la thématique. Lorsque vous disiez que c'était compliqué de pouvoir adjoindre cette pluridisciplinarité au niveau de la transmission des formations ou de la mise en action des formations, je m'interrogeais si c'était plutôt, pour pouvoir le faire, si on voulait imaginer, répondre à cet objectif, peut-être que ce serait, de trouver un sujet qui soit, dans la santé environnementale, qui soit suffisamment, accessible à différents corps de métier, pour pouvoir mettre justement en place des indicateurs, une réflexion transversale, en travaillant aussi bien d'un point de vue, philosophique que santé, que architectural. Enfin voilà, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je me permets peut-être juste de répondre, dans un premier temps pour préciser mon propos. En fait, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est déjà des choses qu'on essaye sur lesquelles on réfléchit et dans des volets spécifiques, sur certains enjeux, certains sujets au sein du réseau et plus largement. Mais là, c'était vraiment l'idée de ce répertoire de formation,
Il est à destination des professionnels de santé et d'après ce que je comprends, de ce qu'on a pu comprendre des post-it et de ce qui nous a été dit, là, l'idée, c'était de se dire que ce répertoire de formation, on pouvait l'ouvrir à d'autres professionnels et à d'autres champs. Donc, c'est la raison pour laquelle on a émis qu'on a été un peu sceptique. Mais en effet, sinon, évidemment que chercher un sujet et avoir justement cette pluridisciplinarité et cette vision transversale et pouvoir former des professionnels autour enfin, avoir une approche intégrée dans une formation qui serait avec des cibles plurielles, c'est un des objectifs du réseau, hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question et si d'autres personnes veulent rebondir. Et du coup, moi, ce qui m'intéresserait dans votre réflexion, c'est peut-être pour pouvoir, dans un second temps, quand le réseau ISE sera prêt, justement travailler sur cette transversalité et proposer des items qui permettent justement de favoriser ces échanges et faire des retours sur l'impact de ces formations. Mais là, je comprends du coup que commençons par petit bout et puis après on verra. Eh ben, Sabrina, il y a ce qui est fait, donc auquel je crois que vous avez participé dans le cadre des formations pilotes du GREN. Oui. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en gros, le GREN Île-de-France, un réseau d'éducation à l'environnement qui a l'habitude de mettre en œuvre des formations, en tout cas de piloter des formations, plutôt donc dans le domaine de l'éducation à l'environnement. Le GREN est un adhérent du réseau et il a fait appel aux membres du réseau pour développer des formations en santé-environnement. Parce que autant le GREN sait très bien développer des formations, autant il a peu d'expertise en santé-environnement, ou en tout cas pas assez à son goût. Et donc, il a fait appel à des membres du réseau qui connaissent bien le sujet et qui sont venus construire des formations pilotes qui ensuite sont d'ailleurs encore testées auprès de cibles qui sont identifiées et qui font l'objet ensuite d'évaluations pour imaginer une éventuelle pérennisation de ces formations. En fait, c'est des formations pilotes, quoi, c'est des formations tests. Et donc, du coup, je parle de ces formations aussi parce que elles sont mono-cibles entre guillemets. C'est ça, voilà, c'est à destination soit des agents d'une collectivité, soit des enseignants, des enseignants, soit des professionnels de l'éducation populaire. Mais en effet, pour le moment, dans ces formations-là sur lesquelles le réseau ISE travaille, on n'est pas sur une formation avec une cible multiple. Donc c'est quelque chose qu'il est important, je pense, de souligner. En effet, je suis d'accord avec vous et c'est quelque chose aussi auquel on est en train de réfléchir, notamment dans le cadre des réflexions sur, la création d'un CLS ou d'une CPTS Une Seule Santé, avec l'idée de, dans la mise en œuvre de avant de mettre en œuvre vraiment concrètement ces dispositifs, ça va nécessiter une formation préalable de tous les professionnels de santé qui sont impliqués dans la CPTS ou des acteurs de la CLS. Et donc, du coup, on se retrouverait avec une formation qui, justement, serait ciblée, enfin, qui serait multi-cible. Je ne sais pas si c'est très compréhensible tout ce que je dis, mais en gros, dans ces expérimentations CLS, CPTS ou ANELS, on a identifié 2 sujets. Un sujet sur un sujet antibiorésistance, un sujet produits biocides, où l'idée, c'est d'avoir autour de la table des acteurs de l'ensemble de la CPTS qui se formeraient de la même manière à un seul sujet, à savoir ou l'antibiorésistance ou le mésusage des produits biocides. Enfin, l'usage raisonné des produits biocides. Voilà. Est-ce que d'autres personnes veulent rebondir sur cette remarque? Non? Je ne vois pas le chat, donc voilà, sinon je te laisse la parole, Andrea. Ouais.
Donc maintenant, on va parler du tableau outillé. Donc on avait identifié trois idées sur lesquelles faire travailler les participants. La première, la sélection de ressources. Comment mobiliser efficacement le réseau autour d'un focus, mettre à jour les focus, dans quel cas et comment. Peut-être tu peux rapidement revenir sur les focus, Célia, plus précisément. Oui, alors les focus, c'est des sélections de ressources que le réseau réalise avec Promo Santé Île-de-France. En fait, donc, Promo Santé Île-de-France, c'est l'association qui porte le site que je vous ai montré tout à l'heure. C'est une association qui fait de la promotion, de la prévention de la santé et notamment qui accompagne et qui outille des acteurs de la promotion et de la prévention. Et donc, ils font plusieurs types de sélection de ressources, dont un qui s'appelle les focus. Donc une sélection de ressources qui s'appelle les focus. Ils en font 3 par an et depuis, qu'ils sont adhérents au réseau, donc depuis 2019, ils font un des focus sur un enjeu de santé-environnement. Donc on en a fait un sur, la qualité de l'air intérieur, on en a fait un second sur, One Health et on en a fait un troisième sur le saturnisme infantile. Donc ces focus existent et l'idée en effet de ce groupe de cette table, c'était de voir comment est-ce que, on pouvait, les valoriser. Oui. Mais les participants ont surtout parlé de la plateforme Waller, au final, et moins des focus. Donc la plateforme Waller, il y a pas mal de critiques qui sont émises. Les membres du réseau n'y vont pas souvent. Et il y a une perspective d'amélioration qui a été proposée, c'était de pouvoir avoir une notification à la personne lorsque son nom est cité ou qu'elle reçoit un message, parce que jusqu'à présent, les notifications sont coupées. Enfin, la plupart des membres, en tout cas, coupent les notifications de la plateforme pour pas avoir à recevoir des notifications tous les jours à la moindre publication ou quoi. Et donc ça, c'est tout à fait possible, a priori. Célia, tu confirmes? Oui. Voilà, donc ça, c'était sur la sélection des ressources. Pour le répertoire de formation, on avait identifié donc des questions sur sa mise en forme, quelle information faire ressortir, comment classer ces formations, comment le diffuser. Donc l'idée d'établir des critères de sélection et de les rendre accessibles. Donc la question de la certification revient souvent, si la formation est payante, la durée de la formation. Donc ça, c'est un travail qui pourrait être réalisé par le centre de ressources et qui pourrait être facilité aussi si le répertoire de formation est mis sur un moteur de recherche plutôt qu'un catalogue. Il y avait l'idée aussi de monter un comité scientifique de professionnels hors formateurs, par une question de conflit d'intérêts. Et là aussi, c'est un travail qui peut être réalisé par le centre de ressources. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont travaillé sur ce tableau de outillé, pour un peu éclaircir l'idée du comité scientifique qui, si on a bien compris avec Célia, aurait pour but de superviser un petit peu le répertoire de formation, peut-être hiérarchiser les formations. Voilà, c'est comme ça qu'on l'avait compris. Ouais, valider Euh, leur qualité ou Voilà. avoir un regard un peu critique, pardon, je t'interromps Andrea, Oui, avoir oui. un regard un peu critique sur, le programme de la formation, voilà. On se disait que c'était un peu compliqué en fait de mettre sur un même niveau, des formations qui n'ont rien à voir ou dont l'intérêt est pas forcément enfin, dont la, valeur scientifique ou l'approfondissement des sujets n'est pas le même. Donc avoir un comité scientifique qui puisse un peu faire la part des choses et qui puisse valider, leur intégration dans un répertoire, visiblement, les participants de l'atelier ont trouvé que c'était une bonne idée. Je crois que Béatrice, faisait partie de ce Oui, groupe, il me semble. Voilà, oui, c'est ça. si J'ai jamais tu veux participé j'ai compléter. participé à à ce groupe et à cette réflexion. C'était un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'il existe, de nombreuses, formations, et les validations scientifiques sont pas toujours, faites ou en tout cas, il peut y avoir des divergences, hein. Et donc du coup,
de répertorier toutes les formations sans aucun regard, ça voudrait dire qu'il y aurait une mise en avant potentielle de formations dans lesquelles le contenu ne serait pas validé scientifiquement. Donc c'était ça l'idée, c'était qu'il y ait un regard objectif sur le contenu de ce qui est proposé, de manière à ce qu'il n'y ait pas de transmission fausse qui soit effectuée lors des formations suivies, suite au fait d'avoir, disons que je pense que le fait de choisir une formation dans ce répertoire entre guillemets sous-entend que les informations transmises sont valides. Mmh. C'était ça l'idée du groupe et de ce qu'on voulait indiquer. D'accord. Ensuite, il y avait une idée sur la possibilité de soumettre une formation pour être référencée au sein du répertoire. Donc ça, c'est le centre de ressources aussi qui pourrait s'occuper de s'il récupère l'idée du répertoire de formation. Tu peux descendre, Célia, il y a des Ah idées. pardon. La possibilité de mutualiser les ressources du catalogue de formation avec Promo Santé Île-de-France. Élaborer un répertoire numérisé comme Célia l'a dit, sur l'autre tableau, il y avait également cette idée avec le moteur de recherche plutôt qu'édifier un catalogue, ce qui permettrait de simplifier l'actualisation et la classification. Et enfin, sur qui mobiliser pour valoriser le répertoire, il y avait l'idée de voir du côté du DPC pour les professionnels de santé, mais c'est assez peu réaliste. Aussi du côté du CNFPT, leur envoyer ou leur proposer le répertoire. Donc ça, a priori, il y aurait un rendez-vous en juin. Promo Santé Île-de-France, ça serait aussi réalisable. Le centre de ressources du PRSE 4 et les CRPV, les centres de ressources politiques de la ville. Il faut savoir à qui s'adresser. Ouais, c'était aussi une question si, parce que donc peut-être que c'est vous Béatrice ou quelqu'un d'autre qui a mis cette idée et qui aurait éventuellement un contact? Alors c'est pas moi qui ai émis cette idée. Voilà, donc j'ai pas vraiment de contact, en tout cas pour les CRPV, j'ai pas de contact. Il y a Anne-Laure, je crois, qui a levé Ah. la main. Oui, en fait, je voulais juste revenir sur la partie DPC. Alors, je ne sais pas si ça aboutira ou pas, mais bon, le hasard fait bien les choses. Quand je suis rentrée le lundi après-midi, j'ai appris qu'il y avait 5 infirmiers de chez nous qui allaient au ministère justement pour la refonte du référentiel de formation des infirmiers. Donc, c'est un travail qui se lance. Donc voilà, les infirmiers m'ont dit que pour l'instant, c'était seulement les premiers rendez-vous et que bon, ils n'étaient pas du tout là-dessus. Pour l'instant, ils sont en train de voir effectivement de façon plus large. Mais qu'en tout cas, enfin voilà, en tout cas, s'il y a des choses à proposer, c'est pas trop tard. C'est pas dit que ça se fasse, mais en tout cas, il y a peut-être un levier, il y a peut-être un levier qui s'ouvre. Voilà. En effet, bonne nouvelle. Bah, n'hésitez pas à me recontacter, Anne-Laure, à ce sujet. Ouais, oui, parce que du coup, j'ai pris tous leurs noms, comme ils sont 5. Et voilà, je vais les ressolliciter à l'occasion. Qu'ils ne nous oublient pas, quoi. Ouais, très bien. On pourra leur envoyer le livre blanc, justement. Pour les CRPV, du coup, ça fait partie des structures régionales d'appui comme l'OMEDIT et toutes les structures régionales d'appui, c'est regroupé au niveau du REVA. À l'ARS, la personne en charge à l'ARS du REVA, c'est madame Nicoulet. Et pour la personne en direct, pour le CRPV, je pourrais demander à Patricia le contact si vous voulez. Et c'est quoi alors le REVA? Alors, acronyme, ça doit être un réseau, en fait, c'est vraiment toutes les structures d'appui régionales qui sont en fait
regroupés dans, donc c'est REEVA, mais j'ai plus en tête la signification exacte. Mais en gros, c'est le regroupement de toutes les structures, d'appui. OK. Et c'est madame Annie Coulet à l'ARS Île-de-France qui s'en occupe. D'accord. Célia, tu peux remonter. Ouais. Et la dernière, enfin l'avant-dernière colonne, c'était sur le guide de la qualité de l'air. Donc comment le diffuser, comment améliorer son évaluation. Il y avait eu une idée très importante sur le fait de développer une version patient, puisqu'aujourd'hui le guide il est surtout destiné aux médecins et enfin surtout aux médecins, si je me trompe pas à tous les professionnels de santé. Donc développer une version patient à diffuser auprès du grand public sous un format flyer. Donc ça serait une idée à soumettre au groupe de travail sur le guide de la qualité de l'air. Il y a beaucoup de vecteurs de diffusion qui ont été identifiés auprès des associations de patients, dont les associations sur les troubles respiratoires chroniques, les MSP, CPTS via l'ARS, via la CEPAM sur leur site internet, via la HAS, les médias de professionnels de santé. Donc ça, c'est des choses intéressantes à retenir pour la valorisation du guide. Également le déploiement auprès de services de soins à domicile, IDE, SF, etc. Également l'idée d'avoir recours aux patients experts. Donc c'est une idée qui serait à développer. Nous, en tout cas, avec Célia, on n'a pas forcément de notion sur les patients experts. Et surtout des contacts. On n'a pas pareil, on n'a pas d'ouverture, à ce niveau-là, que ce soit les services de soins à domicile, ou les assos de patients, par exemple. Donc pour le coup, si vous, vous avez accès à ces réseaux ou à des associations, et si vous avez des contacts, n'hésitez pas à les transmettre. Et puis il y avait, en dessous des patients experts, il y a, une autre voilà. Pareil, s'intéresser aux médiateurs en santé et référents santé présents dans les centres sociaux, centres d'hébergement. C'est la même chose, à qui s'adresser, pour nous. Voilà, je sais pas s'il y a des questions sur, ces premières colonnes? C'est Florence, oui, là je pensais aux soins à domicile. Moi je connais des sages-femmes qui s'occupent de l'HAD, de l'hospitalisation à domicile, et je connais celle qui est référencée sage-femme à Santé Service. C'est quoi Santé Service? C'est un organisme, une association qui s'occupe de l'hospitalisation à domicile. Donc, c'est aussi pour les accouchés, mais c'est aussi pour tout ce qui est soins infirmiers à faire à domicile. D'accord. Tellement d'acteurs. OK, bah, très preneuse aussi des contacts, Florence. D'accord, ok. Ouais, comme je les vois la semaine prochaine, je vais leur en parler. Super. Et donc sur la dernière colonne, pour reprendre les post-it, il y avait 2 idées. La première, sensibiliser le grand public, préparation à la naissance. Il y avait l'exemple de l'ordonnance verte de Strasbourg qu'on a pu intégrer dans le livre blanc. La prévention des expositions, la représentation sur les produits plus naturels pour les inégalités sociales de santé. Donc ça, c'est des idées qu'on a pu reprendre dans le livre blanc. Et il y avait une idée sur, les personnes âgées et la création d'un dispositif de suivi santé. Est-ce qu'il y a des éléments complémentaires justement sur ce dernier point? Parce que pour le coup, comme ça, de but en blanc, ça nous semblait éloigné, des enjeux santé-environnement. Donc si quelqu'un peut compléter? Non? Bon. On peut passer à la suite. Je continue, Célia? Je crois que c'était à toi, ouais. Non?
On s'était pas particulièrement dit, mais comme j'ai fait ce tableau-là en plus. Donc sur l'action de former, en fait, c'est une action qui est très importante dans le livre blanc. Enfin, la thématique de la formation est très importante. Et donc, on a identifié des questions sur la formation initiale et des questions plus spécifiques à la formation continue. Donc, sur la formation initiale, faut-il prioriser certaines filières? Comment harmoniser les connaissances, car l'offre est différente selon les universités? Et comment intégrer la santé-environnement dans le service sanitaire des étudiants en santé? Donc, sur la question de la priorisation, il y a l'idée d'identifier les filières ayant le plus d'impact et d'intégrer la santé-environnement dans le socle commun de la formation de tous les professionnels de santé via les référentiels de formation. Donc ça, c'est des choses qu'on avait bien identifiées et qu'on a pu compléter dans le livre blanc. Il y a aussi des débats autour de la priorisation et on en parle dans le livre blanc parce que pour des questions de plus d'opérationnalité, certains estiment qu'il faut prioriser les filières qui ont le plus d'impact, mais d'autres sont plus favorables au fait d'intégrer la santé-environnement dans toutes les professions dans la formation de tous les professionnels de santé. Donc c'est des choses qu'on a repris dans le livre blanc. Sur l'harmonisation des connaissances, il y avait l'idée de mettre en lien les acteurs via un groupe pilote pluriprofessionnel avec des administrateurs, des intervenants, enseignants-chercheurs, avec le réseau ISE, les universités, l'ARS, des instances comme l'OBEDIT et des représentants du territoire pour émettre des propositions stratégiques sur les orientations de formation et sensibiliser au plus tôt les étudiants. Il y avait également l'idée d'une chaire interuniversitaire. C'est des choses qu'on a pu intégrer dans le livre blanc. Mais c'est vrai que si vous avez des éléments pour compléter l'idée d'une chaire universitaire, c'est des choses qui se paraissent un peu... ouais, c'est des grands mots, on met peu de choses après concrètement derrière, en tout cas pour ma part. Mais c'est des idées qui reviennent souvent et qu'on a intégrées dans le livre blanc. Donc je ne sais pas si des personnes qui avaient travaillé sur cet enjeu-là ont des éléments à apporter. Mais non. Bon, en tout cas, c'est des choses dont on a discuté dans le livre blanc et je veux bien que tu descendes, Célia. Pardon. Par rapport à la chaire, du coup, moi j'étais dans ce groupe-là et l'idée, on a appelé ça chaire, mais c'était pas forcément. L'idée, c'était surtout que peut-être une fois par an, il y ait une espèce de ligne d'orientation commune entre les différentes universités, mais sur une région ou sur un département, enfin quelque chose qui soit assez local déjà, parce qu'on se doute qu'il n'y a pas forcément d'orientation nationale. Mais voilà, l'idée, c'était ça, c'était d'arriver à avoir quand même des référents sur chaque université en lien avec peut-être effectivement l'ARS ou l'OMEDIT en plus, mais qui est surtout les différentes universités qui chapeautent les différents centres de formation des professionnels. En fait, c'était un peu ça l'idée. Pour qu'il y ait une vision commune avec au moins des orientations de formation communes au niveau des universités. Enfin, moi, je l'avais compris comme ça, en tout cas. D'accord. Donc, en gros, l'idée, ce serait de réunir une fois par an un référent par université pour s'accorder sur une orientation commune. Moi, j'avais C'est ça? compris, enfin, je l'entendais comme ça quand on en a parlé, Ok. ouais. D'accord. Et sur la troisième question qui était donc comment intégrer la santé-environnement dans le service sanitaire des étudiants en santé, il y a l'idée d'élaborer une structure ressources communes via un socle de e-learning avec un forum ouvert pour répondre aux questions. Donc c'est une ambition du centre de ressources et c'est aussi quelque chose qu'on a repris dans le livre blanc. Et il y avait l'idée d'aller voir aussi ce qui se passe
à l'étranger pour la formation initiale en santé et environnement. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première colonne? Non, c'est OK. Mmh. Donc sur la formation continue, 3 questions. Quels sont les besoins des professionnels de santé pour se former à la santé environnement? Quels professionnels cibler en priorité? Comment développer ou améliorer l'offre DPC en santé environnement? Donc sur les besoins des professionnels de santé, l'idée d'avoir des outils et des ressources pratiques pour pouvoir transmettre aux patients. Je ne sais pas si ça retombe du coup sur ce qu'on a dit sur les guidelines ou oui? Bon, en tout cas, comme moi dans ma tête, j'ai l'impression que ça retombe un peu dessus. Attends, juste moi, d'après ce que j'ai compris, les guidelines, c'était plus pour les professionnels de santé, alors Et ça peut être aussi que là, pour les OK, ça peut être pour les 2. OK. Ouais, on peut faire, aussi pour les patients, je pense. Ah oui, 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 OK, d'accord. J'ai eu un temps de réflexion. Ensuite, connaître les contraintes de temps, de durée des formations. Donc ça aussi, on retombe sur les critères des formations à établir pour le répertoire. Une thématique importante, la prévention au travail du personnel féminin en âge de procréer et les enjeux de QVT, c'est des choses qu'on a intégrées au livre blanc. Mmh. La question de la priorisation qui revient, prioriser les territoires les plus vulnérables sur le plan environnemental et ou des inégalités d'accès à l'information et viser les pathologies chroniques, services accueillant des patients de la pollution et cofacteurs de leur pathologie respiratoire, endométriose, allergie. C'est aussi des choses qu'on a repris dans le livre blanc. Et enfin sur le DPC, proposer des formations Qualiopi et des formations qualifiantes reconnues par les universités et les crédits ECTS. C'est aussi des choses qu'on a pu intégrer dans le livre blanc. Et sur les post-it et les idées de la session 1, donc il y avait des cibles identifiées. D'un côté, les professionnels de santé, les élus, les agents, les décideurs politiques et d'un autre côté, tout ce qui concerne le grand public. Il y avait aussi des thèmes récurrents, les connaissances théoriques concernant le développement durable, le changement climatique, les liens santé et environnement. Et les connaissances pratiques, l'usage de produits chimiques, d'entretien, d'hygiène, la rationalisation de l'eau, le recyclage, etc. Et pour le grand public, les sujets de bonne observance des traitements, les alternatives aux médicaments, entre autres. Il y avait l'idée aussi de l'émergence de nouveaux métiers, mais aussi la question d'intégrer les nouvelles problématiques aux formations existantes. Et enfin, tout ce qui concerne l'enseignement agricole qu'on a pu intégrer dans le livre blanc. Il y a des questions concernant la formation? Oui, il y a tout. Mireille, tu as une question? C'est effectivement sur tout ce qui est formation professionnelle des jeunes, c'est un point intéressant, dans tout ce qui est, pour reprendre, l'expérimentation PLIF 2, en fin de compte, il y a un thème de travail qui est justement quand il y a eu PLIF 2 dans les lycées professionnels et ça, c'est quelque chose que l'étudiant qui est dessus doit travailler justement. Donc il avait devant lui, des fois des gens qui faisaient, des bacs pro, justement, avec la peinture, enfin tout ça. Après, il y avait les filles qui faisaient de la coiffure, d'autres qui faisaient, tout ce qui était manucure, enfin tous les soins comme ça. Bon après il y a les soins à la personne, donc ça c'est plus, au niveau du discours, hein, de ce qu'elles peuvent faire attention quand elles sont, auprès de la personne. Mais c'est un axe qui est en train d'être travaillé, par rapport aux résultats du bracelet et cetera et déjà quand ils ont fait la sensibilisation, les,
les étudiants, enfin, les lycéens étaient tout oui, on va dire, et les profs aussi. C'est-à-dire que voilà, ça peut permettre aussi de réfléchir à comment entraîner les profs là-dessus. Parce que c'est vrai que si, et même au niveau du message, hein, on ne pouvait pas dire ben, vous voyez, vous allez travailler dans un métier qui vous intoxique, donc il fallait faire attention à ce qu'on disait, quoi. Enfin, ça, c'était l'étudiant qui faisait attention, c'était plus. Voilà, donc c'est un peu délicat, et d'un autre côté, ça peut entraîner une recherche. C'est-à-dire que, ben, les profs, ils étaient quand même intéressés en se disant: «Oui, alors, ben, justement, peut-être qu'effectivement dans nos enseignements, on pourrait se mettre à chercher autrement, à chercher d'autres produits» et cetera. Donc, peut-être les lycéens, ils ont entendu le message un peu pour eux, c'est-à-dire, faire attention à leurs cosmétiques, aux trucs comme ça, et les profs, ils ont un peu entendu un peu différemment. Hem, mais c'est en tous les cas, des endroits où les gens écoutent beaucoup, quoi, et c'est le moment, quoi, parce que là, ils ont quoi? Ils ont 17-18 ans, quoi. Mmh. Donc ça peut être, aussi, ils peuvent se mettre, aussi à se dire: «Ah ben attends, moi j'ai envie de faire ce métier, mais comment je vais faire par rapport à la toxicité?» et cetera. Donc c'est c'est très intéressant. Enfin là, je sais pas, il est en train de regarder les résultats et cetera, donc je sais pas ce qui va en sortir, et puis surtout le travail biblio, mais c'est quand ça sera le cas, je vous le dirai, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant, vraiment très intéressant, et les gens sont très, très ouverts, hein, ils ont pas repoussé le truc, hein. C'est un interne qui fait ça? Non, 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 c'est un étudiant en M2 de toxico. Cette OK. année, le RES, on en reçoit 2. Donc, il y a une jeune fille et un jeune homme, et qui ont fait, je sais pas combien de lycées, enfin, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est énorme, hein, ce coup-ci. À 2, ils ont fait vraiment beaucoup, et lui, Moufid, il est axé sur justement, les lycées pro, et elle, Anissa, elle va plus analyser le truc, la relation, est-ce qu'il y a un différentiel en fonction si c'est une fille ou un garçon? OK. Même, voilà, quand on parle dans les copiles où il y a la région, ouais, puisque là, c'est la région qui finance le projet. Quand il y a la région, ils sont très, très attentifs à ça, hein. C'est-à-dire, voilà, cette direction des lycées pro, ça les intéresse beaucoup aussi, ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur la formation? Eh bien, on passe à la suite alors, dans ce cas-là. Donc la dernière table, travaillait sur, l'enjeu expérimenté, et plus précisément sur, donc la réflexion qui est menée au sein du réseau sur la création, l'expérimentation d'un contrat local de santé ou d'une communauté professionnelle territoriale de santé, une seule santé. Donc pour, replacer dans le contexte, l'idée de cette expérimentation, elle émerge d'avant la concertation du plan régional santé-environnement. En fait, il y a les pilotes qui sont venus nous voir, à savoir la préfecture, et l'ARS. À l'époque, il y avait pas le conseil régional, qui nous ont dit: «Bon, bah, dans le PRSE 4, on va devoir intégrer des actions Une seule santé. Maintenant, on a du mal à voir ce que ça peut donner sur le territoire. Donc est-ce que, vous pourriez, au sein du réseau, réfléchir à 2 actions qui pourraient être intégrées dans le PRSE 4?» Donc avec Mathilde, à l'époque, on a constitué des groupes de travail, et un des groupes de travail, a identifié comme sujet d'intérêt la création, la constitution de CLS ou CPTS Une seule santé, chose qui ne se fait absolument pas, parce que déjà les CLS et les CPTS sont des dispositifs territoriaux un petit peu, innovants, dans le sens où ils sont assez jeunes. Il y en a, comme ce qui a été dit, par Mireille, pardon, plus en amont, il y en a qui sont plus ou moins bien structurés, plus ou moins bien dynamiques. C'est une démarche aussi qui, jusqu'à maintenant en tout cas, était sur la base du enfin, qui était sur la base, sur une base volontaire.
Donc voilà, donc l'idée, c'était de voir comment est-ce que sur ces dispositifs territoriaux, on peut se saisir d'enjeux une seule santé et notamment en associant des professionnels, de la santé animale et notamment du coup de vétérinaires. Donc on a monté un groupe de travail qui réunissait des acteurs, membres du réseau issus de ces, on va dire 3 santés pour aller un peu plus vite, et qui ont vraiment rédigé une fiche action, pour alimenter le PRSE. Il se trouve que cette fiche action, elle rentre pas autant dans le détail dans le PRSE, mais il n'empêche que dans le futur PRSE, il y aura bien cette idée de s'appuyer sur des dispositifs territoriaux pour, se lancer dans des dynamiques une seule santé et pour mettre en œuvre, sur les territoires des projets une seule santé. Donc c'était pas du tout évident. Il y a eu vraiment, un certain nombre d'heures de travail passées là-dessus. Il y a eu aussi une restitution qui a été faite que je vous invite à visionner aussi, en replay. Elle est disponible sur le site du réseau si vous voulez plus d'informations sur cette action, CLS CPTS Une seule santé. Puisque le groupe de travail donc s'est réuni et a produit, un livrable qui a été donc, rendu, aux pilotes du PRSE. Maintenant, c'est bien beau, mais la dynamique est lancée. On n'a pas envie que le soufflet, retombe et du coup, on aimerait enfin, on travaille déjà à la concrétisation de cette idée de CLS CPTS Une seule santé. Maintenant, on s'est dit que la meilleure des choses à faire pour le moment, ce serait de sélectionner un territoire, pilote pour cette expérimentation et donc c'est la raison pour laquelle, lors de l'atelier Planisphère, on vous a fait réfléchir sur les moyens de sélection d'un territoire pilote et les critères du choix. Donc il y a eu un certain nombre d'idées, qui ont été, formulées. La première, c'est de choisir, une CPTS dont, intégrer la santé environnementale dès l'émission de oui, une CPTS qui aurait déjà des missions, de santé environnement, d'intégrer dans les critères de choix le degré de structuration, de maturité et d'engagement des CPTS et CLS et des collectivités territoriales aussi, qui portent les CLS dans le cas des CLS. Donc là, c'est l'idée, ce que je vous ai dit, hein, aujourd'hui, c'est des dispositifs innovants. Ils vont plus ou moins, loin, ils sont plus ou moins bien structurés, plus ou moins vieux aussi. Donc voilà, l'idée, c'est de s'appuyer sur une structure qui est solide et qui a, qui a déjà un peu d'expérience. Autre idée soumise, identifier des personnes ressources clés au sein des CPTS. Donc c'est l'idée d'avoir, vraiment un référent, une porte d'entrée, heu, dans ce territoire pilote et puis, certains critères de qualité du territoire, l'existence notamment de problématiques de santé-environnement, d'avoir en amont un diagnostic partagé pour définir des objectifs communs. Critères des ressources disponibles via les CPTS, donc évidemment, c'est-à-dire des CPTS qui ont un minimum de ressources humaines, donc de temps à dédier à un tel challenge, également qui sont dans des réseaux plus larges associatifs avec des acteurs, transverses. Il y a l'idée aussi peut-être d'avoir, une CPTS dans lequel il y a une maison de santé pluriprofessionnelle. Voilà et puis il y a l'idée aussi de s'intéresser au degré de coopération entre les acteurs du territoire. Donc ça peut être aussi un critère de choix pour, le territoire pilote. Donc toutes ces recommandations, elles ont été prises en compte dans la réflexion, qui vise au déploiement de l'expérimentation CLS CPTS Une seule santé. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cet aspect? Ou des commentaires à faire? Je ne sais pas si certains d'entre vous, Faut que ce soit faisaient un partie. territoire, Oui. francilien? Ah oui, pour le coup, oui. Donc là, si on veut des vétos, il faut que ce soit un endroit où il y a quand même encore de l'élevage, enfin, je sais pas, Pas forcément parce que ça peut être des vétérinaires, qui s'occupent des animaux domestiques, hein.
Ah oui, Donc oui, qui ont d'accord, oui, c'est vrai, oui, oui. oui, oui, oui. Je voyais, Donc qui ont des exercices mixtes. mmh mh. Ouais. D'accord. Il n'y a pas D'accord. d'autres commentaires là-dessus? Alors je finis du coup avec la dernière colonne. Donc la dernière colonne, l'idée c'était de reprendre ce qui rentrait dans l'enjeu expérimenté, de reprendre les idées de la session 1 qui rentraient dans l'enjeu expérimenté. Donc il y avait 3 points. Démarche dans les établissements de santé, donc l'idée d'expérimenter un référent développement durable. Alors ça existe déjà dans certains établissements, mais peut-être développer d'autres expérimentations. De végétaliser également, de développer davantage les jardins thérapeutiques, d'adapter les horaires de travail au changement climatique, de développer les expérimentations d'écomaternité et également et la fin des contenants alimentaires en plastique. En matière de transport, il y avait aussi des idées d'expérimentation, notamment développer les navettes vers les lieux de soins, la gratuité des transports pour des raisons de santé, le covoiturage, regrouper et optimiser les livraisons aux lieux de soins et d'officine. Et puis il y avait cette idée de l'expérimentation, la livraison de derniers kilomètres. Ça peut-être que certains d'entre vous ont des précisions. On l'a mis, je crois que c'était un post-it un peu comme, formulé tel quel, mais si vous avez des précisions, ça peut être intéressant. Et enfin, sur la consommation et l'usage de médicaments, il y avait donc l'idée de valoriser l'ordonnance verte qui a été abordée plus en amont par Andrea, la délivrance unitaire et développer ah oui, il y avait cette idée de l'ETP armoire à pharmacie. Pareil, si vous avez des éléments complémentaires ça peut être intéressant. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent rebondir? Je crois aussi que pour les transports, il y a des choses qui se font sur le fait de faire en sorte de faire venir le malade qu'une fois. J'ai entendu ça dans une maison de santé, du sud, là, dont je t'avais parlé, où en fin de compte, voilà, alors bon, je suis pas médecin, mais si tu veux, mettons qu'il soit asthmatique, donc il vient, il fait ses tests, pour, l'effort asthmatique, après il passe à l'infirmière, après il passe à, je sais pas quoi, enfin, du coup, on a programmé le rendez-vous pour qu'il vienne qu'une fois, de sorte que voilà, il fait pas de zin-zin, il fait pas en étoile, à des jours d'affilée et même, je dirais que pour lui, c'est mieux parce que et pour, ceux qui travaillent son cas, on va dire, c'est mieux parce que, bah, ils ont tout de dispo au moment où ils voient le monsieur, au tenté donc finalement, c'est bien au niveau de la compréhension du cas, en face de toi, et au niveau du patient aussi, ben, du coup, il voit que tout ce qu'on déploie autour de lui, voilà, donc ça mène à réfléchir, quoi. Donc ça aussi au niveau du transport, c'est pas mal, comme idée. OK. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Est-ce q Bon, et ben, écoutez, je vous partage juste un petit bilan que vous pourrez peut-être compléter sur les retours qu'on a eus des formulaires de satisfaction et puis les débriefs qu'on a fait aussi avec Léa et Patricia et Jérémy, donc qui animaient avec Andrea l'atelier. Je repartage. Donc les points positifs qui sont ressortis, c'est qu'il y a eu une très grande satisfaction de la part des participants beaucoup d'intérêt ils ont souligné le rythme, l'animation, la qualité des échanges, le format, le timing qui avait été respecté, le partage en 2 sessions qui était intéressant et le nombre de participants qui était adapté. Le fait qu'il y ait des professionnels très variés, ça a produit des échanges riches, enfin en tout cas c'est ce qui a été souligné. Et certains ont aussi dit que la distribution de supports papier avait été une bonne idée et était plutôt aidante. S'agissant des points à améliorer manque de précision dans les idées exprimées phase 1, du coup, c'était difficile de les caser dans les tableaux
dans la deuxième phase pour celles et ceux qui ont fait, enfin pour celles en l'occurrence qui ont fait l'exercice, de passer de la session 1 à la session 2 et de croiser les idées dans les tableaux. Il y a une forme de frustration qui était due au manque de temps pour s'approprier les cartes pour certaines personnes. Donc dans la phase 1, c'est vrai qu'on est allé vite dans chaque étape. Entre chaque étape, entre chaque table, entre chaque module et du coup certains étaient frustrés. Certains étaient aussi frustrés parce qu'il n'y avait pas de restitution à chaud des idées qui étaient émises lors de la première phase. C'est vrai qu'on avait pensé que le fait d'aller de table en table faisait qu'on avait une vision quand même d'ensemble sur les modules. Bon, finalement, ça devait pas être optimal. En tout cas, c'est les retours qu'on en a eus. Et puis, manque de lien entre les deux phases. Les idées qui ont été écrites sur les post-it dans la phase 1 n'ont pas été réellement utilisées dans la phase 2. Donc, vous l'avez peut-être vu dans la restitution pour ceux qui n'étaient pas très présents. C'est vrai que les liens entre action du réseau et les post-it de la phase 1 n'étaient pas forcément toujours évidents. Certains enjeux très clairement se recroisaient, hein. D'ailleurs, on n'a pas eu à créer de tableaux blancs, enfin d'autres tableaux. On avait prévu des tableaux vierges au cas où on ait des idées qui croisent pas du tout les enjeux plaidoyer, outillés, formés et expérimentés. Ça n'a pas été le cas, donc on n'a pas fait d'autres tableaux. En revanche, c'est vrai que les idées qui ont été émises lors de la première phase, je pense, n'ont pas été très, très utiles d'après ce qu'on a compris du retour des participants, pour faire la session 2, à savoir pour travailler sur les actions du réseau. Voilà. En revanche, elles ont été quand même on les a quand même, enfin, elles ont quand même nourri beaucoup, la réflexion, nous, après, lors de la restitution et notamment, elles ont été intégrées, pour celles qui ne l'étaient pas déjà dans le livre blanc. Est-ce que tu veux compléter, Andrea ou certains d'entre vous? Moi, c'est bon. Très bien. Alors Du coup, juste, oui. Du coup, comme on était donc, c'est Léa, comme on était parti un peu vite avec, Jérémy, bah, pour, vous remercier, enfin, pour, votre participation lors de la première phase d'atelier. Donc c'est vrai que c'était une première, ce format-là, donc, avec la technique d'animation Aléa Jacques Daès. Donc aussi merci beaucoup sur, enfin, les retours, points positifs et points améliorés. On les prendra bien en compte pour les potentiels futurs ateliers avec cette technique d'animation-là. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous à l'occasion de cette première partie, même si ça a été assez bref. Est-ce que vous aviez d'autres compléments? Non, très bien. Alors oui, donc juste avant de finir, je voulais vous faire un petit point sur la suite quand même. Alors malheureusement, et croyez bien que je suis la plus triste, Andrea nous quitte la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, donc qui sont très chouettes pour elle, mais du coup on perd un élément moteur du réseau de ces derniers mois. Il n'empêche que je la laisserai dire ce qui l'attend dans les prochains mois en vous saluant. Mais donc pour vous dire la suite côté réseau ISée, donc vous l'aurez compris, on a intégré les idées dans le livre blanc. Ce livre blanc, on va le mettre en ligne très rapidement. On va du coup travailler à sa diffusion. Je dis on, j'espère que vous allez aussi vous mobiliser et toutes les personnes qui ont participé à la rédaction de ce livre blanc. Il va y avoir encore quelques petites relectures, et notamment un peu en externe à des gens à qui on avait dit qu'on partagerait avant de le diffuser très largement. Donc ce sera plus sur une diffusion à la rentrée, en tout cas au second semestre. Il y a cette fameuse préfiguration du centre de ressources francilien de formation en santé et environnement pour les professionnels de santé, qui sera déployée dans le prochain PRSE. Pour être clair, vraiment, le réseau, pour le moment, il n'est pas dit du tout qu'il soit associé à la formalisation de centre de ressources. Enfin, sûrement associé, mais en tout cas, il n'en sera pas pilote et c'est peut-être mieux comme ça parce qu'on n'est pas forcément représentatif des professionnels de santé et il y a tout un tas d'autres structures qui sont bien plus pertinentes peut-être que la nôtre pour porter un tel centre de ressources et en tout cas qui ont plus de légitimité, notamment a priori les structures qui ont été identifiées, ce serait le CRPPE, à savoir
le centre régional pour les pathologies professionnelles et environnementales, qui est rattaché, je crois, à la PHP, en tout cas, qui a une forte empreinte, hospitalière. Voilà, avec, probablement une association du CNAM, donc pas de l'assurance maladie, mais du Conservatoire, national des arts et métiers, spécialisé dans la formation continue. Donc, voilà, a priori, il y aura un pilotage par ces 2 acteurs. Rien vraiment n'est assuré, hein. Là, tout ça est de la discussion informelle, hein, rien n'a été acté. Mais en tout cas, voilà, on sera associés parce qu'on a fait ce travail-là, mais on va pas être, pilote de ce centre de ressources. Il y a l'idée donc dans la suite de soumettre, aussi l'idée d'un guide sur la qualité de l'air intérieur à destination du patient. Donc ça, on verra, on pourra en reparler d'ailleurs avec Béatrice qui a participé activement au guide, version professionnelle de santé. Donc on pourra soumettre cette idée aussi au groupe de travail qui a bossé sur le guide qualité de l'air intérieur. Donc il y a, également le déploiement de l'expérimentation CLS-CPTS Une seule santé. Ça, c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme, hein, parce que vous l'aurez compris, c'est difficile. On s'est dit qu'il pouvait être intéressant aussi qu'il y ait un suivi de l'ORS sur cette expérimentation, c'est-à-dire qu'on puisse documenter aussi, toute la démarche pour avoir un retour d'expérience, scientifique, et un regard un peu extérieur sur le sujet. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà il y a déjà quelqu'un, une chargée d'études de l'ORS qui travaille, sur le sujet et qui va suivre du coup, le déploiement de cette expérimentation. Normalement, je touche du bois, un CDD devrait arriver, autour d'Une seule santé au second semestre. Donc d'ailleurs, on vous fera passer, la fiche de poste si jamais vous connaissez, des personnes qui pourraient être intéressées. Voilà, le colloque ISE, donc qui sera en novembre ou en décembre, en tout cas au 4e trimestre, portera sur les liens entre les acteurs de la recherche et les acteurs de terrain. Donc, une thématique qui est pas tant éloignée que ça du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Une thématique qui a priori, va être portée pas mal de temps dans le réseau puisque, le réseau a été identifié comme la structure qui pourrait porter une communauté de chercheurs santé-environnement qui a pour terrain l'Île-de-France. C'est une action, du PRSE, donc le PRSE a la volonté de créer une communauté, de chercheurs santé-environnement qui ont pour terrain d'étude l'Île-de-France et donc ils souhaiteraient s'appuyer sur le réseau IV pour, développer cette communauté. En tout cas, pour intégrer cette communauté, au réseau ISE, ce qui nous permettra aussi d'aller chercher des acteurs, qui aujourd'hui sont peu présents, à savoir, des universitaires, des enseignants-chercheurs et cetera. Voilà et voilà à peu près ce que je voulais dire, concernant le réseau ISE. Et la suite donc des travaux autour de la mobilisation des professionnels de santé. Si le réseau aussi est impliqué dans le groupe de travail santé-environnement du réseau de santé Périnate parisien. Donc on participe, je dis on, mais en fait, c'est moi qui fais partie du groupe de travail. Je participe à l'organisation des webinaires du réseau de santé Périnate parisien, que vous avez peut-être vu. Ils font une série de webinaires sur santé-environnement. Certains d'entre vous, d'ailleurs, sont peut-être intervenus. Ah non, Béatrice, tu étais pas dispo, mais il me semble qu'on t'avait sollicité, à cette occasion, il y a un petit moment déjà, pour intervenir dans un des webinaires. Mais voilà, donc on est aussi impliqués, c'est un des moyens de poursuivre l'implication du réseau, sur, l'engagement des professionnels de santé. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet? Moi, je voulais vous remercier, pour tout, pour les échanges et puis pour les rencontres, parce que c'était la première fois que je venais et je trouvais que c'était très riche et puis là, j'ai pris plein de notes aussi donc voilà, c'est un travail, c'est un gros travail que vous faites et voilà. Je voulais vous remercier pour ça, en tout cas. Merci. Mais là, vraiment, c'est Andrea qui a, porté, tout le travail qui a été fait, et évidemment aussi l'Omedit, qu'on remercie encore et encore. C'était vraiment chouette cette collaboration. Merci à vous aussi d'avoir participé.
Voilà, Un grand merci Andrea, parce que Ouais. c'était, c'était du boulot de débroussailler tout ça, avec rigueur en plus, hein, parce qu'à chaque mot, tu étais là: «Est-ce que c'est ça qui est dit? Est-ce que c'est pas ça qui est dit? Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot?» Et Ouais. des fois, bon, j'aurais été à ta place, peut-être que j'aurais ignoré le papier. Donc, Mais c'était quand même plus facile que ce que j'imaginais parce que, il y avait quand même beaucoup de redites dans les post-it. Mais c'est vrai que le travail de synthétisation, ouais, ça m'a pris bien quelques jours, mais c'était très riche, pour le livre blanc, ça m'a beaucoup aidé. mmh mh. Et alors, où tu vas maintenant, tu penses? Alors, bah, là, je termine mon master 2, je rends mon mémoire, ce week-end d'ailleurs et ensuite, bah, j'ai été admise en passerelle en pharmacie en 2e année à Bordeaux.